sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et tout s'est bien mis comme il faut. Je deviens une professionnelle de Twitch. Bonsoir Yelena, merci beaucoup pour ta présence parmi nous. Comment vas-tu? Je ne t'entends plus, ça y est. J'adore quand tu t'es mute. Alors là, ça marche. C'est bon. C'est bon, Bon, c'est parfait. J'ai eu un petit désolée, accès j'ai de eu un petit bug. tension. Je me suis dit, j'ai cru que j'y avais tout réussi du premier coup et non. Du coup, on est là pour parler de ta nouvelle parution Persona, mais ce n'est Oui. pas ton premier roman, car moi Non, j'avais c'est pas mon premier. J'avais effectivement, hop, il est sorti justement là pour pouvoir le montrer. Les Chroniques des Fleurs d'Opale, trop beaux, qui celui qui sont est sorti vraiment en trop beaux. édition. Ça, c'est Voilà. vraiment trop stylé. Et du coup, maintenant, c'est le tout nouveau chez Hachette, ce qui est quand même plutôt chouette. Euh, Mhm. et Persona, du coup, en quelques mots, même si moi je sais de quoi ça parle, en quelques mots, comment tu le résumerais sans spoiler? Alors en fait, Persona, c'est de la fantaisie antique, donc ça se déroule dans un monde d'inspiration romantique. Et dans ce monde-là, la lumière, qui est une entité supérieure, a divisé la population en plusieurs catégories. C'est-à-dire que la lumière va toucher certains individus qui vont développer des dons un peu surnaturels, des dons singuliers, chacun a un don différent. On va avoir les personnes qui ont été considérées par la lumière, donc c'est des personnes normales, entre guillemets, où tu vas avoir voilà, des ambitions, des émotions, des sentiments. Et tu vas avoir les personnes qui sont ignorées par la lumière. Et dans ce cas-là, bah, tu ne développes pas d'émotions, pas d'ambition particulière, c'est dénué de vie, malheureusement. Et évidemment, nous sommes dans une très belle société qui aime bien faire des catégories et surtout des mépris de classe. Donc, les enfants qui sont touchés par la lumière sont enfermés dans des établissements jusqu'à leurs 18 ans. Et dans ces établissements, on peut louer leur pouvoir, parce que le capitalisme, c'est sympa aussi. Donc, les gens peuvent louer des pouvoirs si jamais ils ont une utilité particulière. Et à leurs 18 ans, les enfants doivent faire un choix, soit ils gardent leurs dons et dans ce cas-là, ils rejoignent le culte de la lumière pour être surveillés toute leur vie, ou alors ils doivent se marier parce que le sacrement du mariage est la seule manière de pouvoir se détacher de son don. Voilà. Ok. Et ça va être l'histoire d'Andrea, qui est don de Persona, donc ça veut dire qu'avec ces masques lui permettent de changer d'apparence un peu à son gré. Et un jour, Andrea se retrouve embarqué dans une mission. Il y a une riche cliente qui arrive à l'officium qui l'héberge et qui annonce de but en blanc qu'il va devoir, avec plusieurs de ses amis, kidnapper le fiancé de la princesse la veille du mariage royal. Ok. Voilà, voilà. Donc ça a l'air quand même assez complexe en fantasy. Même s'il y a une trame principale, t'as quand même mis pas mal de choses dedans. J'imagine que du coup c'est pas un one shot. Alors non, c'est pas un one shot. Normalement, c'est être une saga en 3 tomes. Ok. Sachant que en fait, le premier tome, tu as quand même une sous-intrigue propre qui se termine. Donc tu D'accord. peux terminer voilà, cette sous-intrigue-là, te dire que ça te suffit si jamais tu te dis bah, j'ai passé une bonne aventure et voilà. Et puis si jamais quand même tu es un peu frustré de la fin parce que ça finit sur un cliffhanger, tu peux te dire que la suite sera là à t'attendre dans 6 mois. Ok. Ah oui, donc c'est rapide en fait la prochaine parution, c'est déjà dans 6 mois. C'est déjà planifié pour septembre 2023, effectivement. Ok. Le tome 2 Donc est déjà terminé, il est déjà bouclé. On est en train de faire la correction éditeur en ce moment. Et là, je suis plus dans le travail du tome 3, tu vois, que j'ai écrit à moitié. Donc ah ouais, t'as voilà, quand même vachement avancé sur. ouais, c'est ça, pas le temps de s'ennuyer. Ah, effectivement, mais du coup c'était un projet que t'avais depuis longtemps ou c'était et que ça tournait dans ta tête ou c'était déjà écrit? Pas du tout. Alors en fait, pour expliquer un peu le contexte, donc j'ai auto-publié les Chroniques des Sœurs d'Opale. Oui. Et en fait, le succès de la saga a fait que j'ai été repérée par les éditions Hachette Roman D'accord. qui m'ont contacté en mai 2021 en me disant ben, on voudrait faire une collaboration avec vous, on voudrait avoir un projet de votre part. Donc, bon, moi, déjà, qui tombe des nues, tu sais, en mode, mais achète, me veut, moi, enfin, ok, bon, très bien. Ah quand Et même. alors, ouais, c'est pas rien.
Donc, je leur soumets un premier projet, et alors qui était inclassable, donc je savais qu'ils allaient le refuser, enfin, c'était assez probable. Et après le deuxième coup de téléphone, où justement ils m'ont expliqué que le premier projet n'était pas forcément dans leur ligne édito, Ok. je me suis vraiment creusé les méninges en mode il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve quelque chose. Et plutôt que de chercher une histoire que j'avais dans mes tiroirs, parce que tu sais, quand tu es auteuriste, en fait, tu as plein de projets dans tes tiroirs, Ouais. en mode quelqu'un d'écrire ce livre. Euh, et là, je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose de complètement nouveau. Et en fait, c'est venu vraiment un peu au tac au tac. Et voilà, en 48 heures, j'ai eu l'idée d'histoire de Persona. J'ai Ok. écrit les 5 premiers chapitres, ça m'a pris 2 bonnes semaines, je crois. J'ai envoyé à quelques amis pour avoir quelques retours, et j'ai envoyé à Hachette Roman par la suite ces premiers chapitres, et ils m'ont dit ok, là on voit tout de suite le potentiel, c'est bon, on vous suit, continuez. Donc, Trop bien. par la suite, Donc voilà. t'écris quand même plutôt Là, vite. je suis très productive, ouais. Parce que là, Là, pour le coup, 3 tomes comme ça d'un coup. Enfin, en plus, pour avoir lu les chroniques des fleurs d'Opale, t'as quand même une plume qui est recherchée, qui est travaillée. Donc, enfin, c'est hyper impressionnant que t'aies écrit comme ça les 3 tomes directement. Enfin, je trouve ça hyper impressionnant. ouais, alors après, je vais pas te mentir, hein, on n'est pas sur le même style que les Fleurs d'Opale, qui avaient un style très très pompeux et qui parfois est pas super digeste non plus, hein. Là, sur Persona, comme dès le début, j'avais la directive d'écrire du young adulte, Ok. j'ai été beaucoup plus efficace aussi. Donc, le fait est que comme ça fait 17 ans que j'écris quotidiennement, maintenant j'ai une rigueur qui fait que je me dis, si je dois me mettre 1 heure à l'écriture, ça va couler. Ok, Donc, oui, donc t'es plutôt voilà. organisée. Et du coup, tu fais partie de ces auteuristes qui ont un plan très détaillé ou un plan plus vague où tu te laisses couler comme ça. Alors, ni l'un ni l'autre. Alors, j'ai des espèces de plans dans ma tête. Disons que j'ai plus des balises, c'est-à-dire que je sais d'où je pars, je sais où je veux aller. Ok. Mais mes personnages me mènent en bourrique, hein. Je n'ai aucun contrôle sur eux, clairement. Donc, j'essaie de les guider un petit peu, genre va par là, va par là, va par là, va par là. Et puis, s'ils vont pas par là, et ben, je trouve en événement pour qu'ils aillent de l'autre côté. Allez, allez, allez. Donc, Ok. voilà. Donc, en fait, je me définis ni comme jardinière, ni comme architecte. En fait, c'est vraiment je trouve des éléments et j'essaie d'en tirer des explications, me dire bah tiens j'ai une idée, je vais la garder et peut-être que j'utiliserai plus tard, ça pourra me servir comme péripétie, ou tiens là il pourrait se passer ça, mais je ne sais pas pourquoi j'ai cet élément précis en tête. Et puis au fur et à mesure que l'histoire se déroule, je me dis ah mais en fait je comprends, en fait c'est comme des morceaux de puzzle qui s'assemblent. Ouais. Ok, je Voilà. vois. Et puis, le fait que j'aime vraiment avoir une marge de, pas d'improvisation, mais soit pour peu que je mette des personnages en scène dans un certain contexte, de me dire, bah, ça se trouve, il va émerger quelque chose que j'avais même pas prévu. Et effectivement, bah, c'est ce qui marche le mieux. C'est, voilà, tu balances tes personnages, puis tu vois ce qu'il en ressort de cette dynamique. Et finalement, Ok. ils écrivent le livre tout seul, hein, c'est sympa. Après, c'est peut-être aussi ton expérience justement que t'écris depuis longtemps qui te permet aussi de pas avoir un truc hyper détaillé. Et du coup, tu sais un peu, t'as un peu une méthode, on va dire, de travail qui te permet d'écrire aussi. Oui, voilà, c'est ça, de me dire, voilà, je sais à peu près comment je veux planifier mes chapitres et comment, vers où je veux aller. Donc, c'est vrai que ça donne voilà, des méthodes. Après, ce qui est intéressant en tant qu'autrice, notamment quand tu écris depuis longtemps, c'est que tu essaies de te renouveler aussi et d'expérimenter d'autres choses. Ouais. Donc, justement, tu te dis pas, je vais reprendre exactement les mêmes codes ou les mêmes méthodes que ce que j'ai utilisé avant. Je vais essayer de mixer autrement. Ok, ouais, je vois. Donc, Et du coup, comment t'expliques? Parce que je sais que dans le chat, on a des personnes qui connaissent pas forcément les termes. Et je sais que t'as utilisé le mot architecte et jardinier. C'est quoi la différence? Enfin, ça veut dire quoi? alors, donc les autoristes jardiniers, eux, ils vont planter des petites graines et voir ce qu'il en sort. Donc, généralement, ce sont des autoristes qui se laissent aller au feeling et qui vont écrire sans plan. Voilà, qui se ressentent sur le moment, qui va faire avancer l'histoire. Et les architectes, au contraire, c'est des autoristes qui ont besoin vraiment de tout cadrer, tout planifier, qui est plein de détails,
qui vont faire plein de recherches sur voilà, le moindre petit point d'interrogation et qui, après seulement, vont se mettre à l'écriture même de leur histoire. Ouais, donc c'est deux manières de fonctionner et tu peux un peu mixer les deux quand même quand tu commences à avoir l'habitude. Oui, c'est ça. Et en fait, enfin, après, je pense que les gens aiment bien se catégoriser parce que Ouais. ça rassure aussi de se dire, bon, voilà, j'identifie ma méthode comme se Ouais. rapprochant de l'architecte ou du jardinier. Je sais qu'il y en a qui se définissent comme plus explorateurs, archéologues. Moi, je me retrouve plus archéologue, par exemple. Enfin, voilà, tu vas avoir plein d'images, on va dire ça comme ça, Ouais, sur ok. comment construire son roman et l'écrire par la suite. Ok. Et pour ce roman-là, t'avais fait des recherches spécifiques, t'avais dû lire des choses. Alors, techniquement, j'ai lu déjà beaucoup de choses. Oui, on s'inspire Je aussi de tout ce suis une qu'on a lu. fondue ouais, de civilisation antique depuis mon plus jeune âge, donc j'en ai bouffé hein, des livres Ok. sur la romantique. Voilà. Après, des recherches, alors moi j'en fais surtout sur des petits points de détail à la con, qui fait que bah, tu te retrouves avec un historique complètement hallucinant. Je pense que le FBI est derrière, ils vont se poser certaines questions. Mais voilà, c'est bon, alors le cycle de vie du bombique du mûrier, donc c'est un papillon qui sert à faire le fil de soie, tu vois. Enfin, Ok. ça va être comment on arnage des ânes, comment on fait. Enfin, je pense que ça va plus être dans ce genre de détails-là où je vais faire des recherches. Après, Ok. les recherches, tu les fais aussi quand tu fais de la veille, notamment sur les réseaux sociaux, justement, de voir un petit peu les tropes qui plaisent en ce moment, de Hmm. voir les livres qui sortent et qui intéressent, de suivre un peu enfin, en tout cas, de surveiller les modes de ce qui se fait, et puis notamment tout ce qui va être également éducation à la lecture sensible, tous ces thèmes-là aussi. Hmm. C'est super important de se tenir au courant et d'avoir beaucoup de comptes diversifiés justement pour avoir des yeux partout. Ok, Voilà. ouais. Donc en fait, la recherche, elle est vraiment multiple. Ça va pas être forcément aller prendre plein de livres à la bibliothèque pour faire des recherches académiques, quoi. Oui. Maintenant, on a des moyens peut-être un peu plus modernes de pouvoir rechercher, donc effectivement, c'est cool. Et pour les anciens que tu avais écrits, les chroniques des fleurs d'Opale, tu avais fait des recherches aussi, ou c'est pareil, c'était au fur et à mesure, tu avais les mêmes méthodes en fait? Ah, c'était les mêmes méthodes. Je suis rarement partie d'une base, ou en tout cas, tu vois, de me dire, allez, j'ai trois gros livres qui vont me servir de base pour de la recherche. Je vais vraiment m'inspirer de trucs par-ci et là. Beaucoup des ambiances de voyage aussi, parce que je voyage pas mal. Enfin, je Ok, voyageais pas mal, le Covid est passé par là. ouais. Euh, mais tu vois, par exemple, pas pour Persona, l'histoire a commencé à apparaître en mai-juin. Et j'ai dit à mon mec, bon, en juillet, on se fait la Toscane, quoi, tu vois. Ouais. T'avais besoin quand Là-bas, même. voilà, exactement, de m'imprégner un peu d'une ambiance pour retrouver voilà, les petits détails qui font toute la particularité du lieu. Ok, ok. Ouais, donc en fait, pour ta créativité, toi, t'as besoin de bouger, mais de regarder ce qui se fait sur les réseaux sociaux, de lire et t'inspirer, en fait, un peu de tout ce qu'il y a autour de toi. C'est ça. Ok, trop La bien. Donc pour musique, le Persona, film, les médias. trop bien. On retrouve, donc dans Persona, on va retrouver un peu de ton voyage en fait. C'est ça. Là, bah, cela, tu vas clairement te sentir soit en Toscane ou en Provence. Voilà, c'est des ambiances très chaudes, ça sent le thym, le romarin. Tu as de la bouffe partout, et donc tu as du fromage des chèvres et des dattes et du miel à toutes les sauces. Donc là, je Voilà, pense que tu t'as vas convaincu retrouver toutes les virgules en deux phrases. Le soleil et la bouffe, c'est bon. On est bon, c'est nickel. exactement. Et ben, on peut s'arrêter là. Bonne soirée, super. Du coup, c'est bon. Non, mais du coup, avant, c'était hyper intéressant. T'étais en auto-édition et t'es passé en édition. Euh, Comment t'as fait le choix de l'auto-édition? Parce que si j'ai bien compris, en fait, t'écrivais beaucoup en ligne avant ça de la fanfiction. Puis tu t'es mis à écrire ta propre histoire. J'imagine au bout d'un moment, tu t'es dit, mais en fait, je peux écrire mon Ah non, propre. complètement l'inverse. C'est complètement l'inverse. J'ai commencé par les fleurs d'opale en 2006 et la Ok, fanfiction, je l'ai commencé en 2012. Euh, En fait, l'histoire, c'est que bah, du coup, alors j'ai commencé un tout premier projet, tu sais,
les trucs embryonnaires quand tu es au collège, tu les lis quelque part et tu te dis, cela n'a jamais existé. Euh, Ok. et puis après, donc il y a eu les fleurs d'opale qui sont apparues. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé effectivement à publier sur Internet. Ça m'a permis vraiment de faire grandir mes textes parce que les exposer à des avis extérieurs, ça a beaucoup apporté. Et puis même au niveau reconnaissance, tu vois, c'est aussi très très gratifiant d'être reconnu avec son écriture. Alors à l'époque, Wattpad n'existait pas du tout. On avait nos bons vieux forums en HTML, tout cracra des années 2000. Et Mais c'est incroyable parce que c'est vraiment les débuts des fanfictions sur internet et tout, c'est trop chouette. c'est ça, ouais, les Fers de Pâle étaient à côté des fanfictions de Tokyo Hotel, tu vois, Oh, c'était une waouh. époque. Waouh. Et, euh, et en fait, bah, donc les Fers d'Opale, il y a eu un premier jet, il y a eu une première réécriture, tout ça. Et en 2012, alors j'ai dû retirer les Fleurs d'Opale du net parce que j'ai été plagiée plusieurs fois. Ah, Et donc, super. ouais, il y a des inconvénients quand même à publier sur Internet, hein. Et en fait, à l'époque, donc, il y avait des. Alors, c'était sur Skyrock, hein, très belle plateforme de l'époque également, Ah, très qui n'a pas eu son caractéristique. petit Skyrock? Et donc, il y avait ce qu'on appelait des blocs répertoires. Donc, en fait, tu remplissais un formulaire et ton histoire était répertoriée dans des blogs. Et ça te permettait un petit peu de savoir ce que tu voulais lire comme fiction. Ok. Et tu avais beaucoup de répertoires à l'époque qui refusaient les fanfictions parce qu'ils estimaient que c'était des écrits bas de gamme. Ah, Et ah, ça commençait déjà, la petite voilà, le petit condescendance. élitisme plus sympa, ouais. Et donc, en fait, je me suis dit, non, mais en fait, je vais prouver qu'une fanfiction, on peut faire quelque chose de bien. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venue à la fanfiction après. Et donc, j'ai écrit une fanfiction Harry Potter qui, aujourd'hui, est plus longue que la saga originelle. Euh, Waouh. je fais pas les choses à moitié aussi, tu vois. Et donc, voilà, je l'ai terminé en 2020, mais finalement, les Fers d'Opale sont bien antérieures à ça. C'est juste que Ok. j'ai voulu tester un autre format parce que publier sur Internet m'a énormément apporté. Sauf que, bah, comme les Fleurs d'Opale, j'ai dû les délocaliser, on va dire ça comme ça me manquait de publier sur Internet. Donc, je me suis dit, Ok. bon, alors, qu'est-ce que tu peux publier? Et en même temps que si ça se fait plagier, tu t'en fous, parce que une fanfiction, tu peux pas la publier, tu peux pas te faire. Il n'y a pas de sous en jeu. Donc, il y avait aussi le petit côté sécurité qui Ouais. était dans un coin de ma tête en me disant, bon, bah, comme ça, tu te fais plaisir, tu publies ta fanfiction, et puis voilà. Ok. Et du coup, donc t'avais quand même déjà en tête le fait que tu voulais être publié en papier. Oui, alors même déjà à l'époque, je commençais à regarder un peu les salons des livres. En plus, à l'époque, donc c'était en 2010, j'ai fondé l'association Génération Écriture, donc qui était une association de jeunes autoristes justement pour s'entraider dans l'écriture. On a fait des tables Trop rondes, des bien. rencontres, etc. Et notamment, on allait en salon pour sensibiliser les gens justement à notre existence et au fait qu'on menait plein de projets ensemble, voilà, sur notre petit forum à l'époque. Et donc, oui, j'avais pas mal de contacts dans l'édition parce que, bah, à force de faire des salons, tu rencontres Ouais. plein de personnes. C'est une grande famille, hein, le milieu de l'imaginaire français en tout cas. Donc, voilà, mais disons qu'avec les Fleurs d'Opale, je sentais que ça n'allait pas matcher parce que déjà, c'est un gros livre. Je pense que tu l'as vu, j'ai dû séparer le premier tome en deux tellement il est gros. Ouais. Et que quand tu es primoteur, c'est compliqué de débarquer dans une maison d'édition en disant coucou, j'ai un truc de fantasy qui est énorme, j'aimerais que vous le publiez, s'il vous plaît. Ouais. Ça passe généralement pas très très bien. Et quand tu es primotrice, voilà, ils ont privilégié des one-shots, voilà, te mettre à l'essai. Mais c'est vrai qu'une maison d'édition, de miser d'emblée sur une saga, c'est quand même un sacré risque pour eux, donc, ce que je comprends tout à fait. Et en même temps, il y avait l'idée que je voulais garder tous les droits sur mon univers pour pouvoir le dériver un peu comme je le voulais. Ok. Que ce soit au niveau des visuels, au niveau des goodies, tu vois, un peu le côté transmédia. Ok. Et au final, c'est comme ça que j'ai un peu trouvé le bon compromis, c'était avec l'auto-édition. Ok. Et donc, comment t'as entendu parler de l'auto-édition? J'imagine à force de traîner
avec le milieu de l'édition, tu t'es dit que c'était un bon moyen de faire. Et comment tu as fait pour travailler sur les livres? Parce que, en fait, tu as dû avoir tous les métiers en enfin en une seule personne, ce qui est hyper impressionnant. Comment tu as fait en fait pour éditer ton livre toute seule? Alors, à l'époque, déjà, il faut savoir que là, je projette, on est 10 ans en arrière, hein, c'est le début des années 2010. Oui, L'édition n'était pas super réputée, hein. oui. Disons que on avait beaucoup plus le côté dépit de l'auto-édition, dans le sens où si tu passais par l'auto-édition, c'était forcément que c'était refusé ailleurs. Il n'y Ok. avait pas encore, tu vois, tout le côté KDP et tout le côté facilité que tu pouvais avoir avec l'auto-édition. Et notamment, il commençait à peine à émerger les plateformes de financement participatif. Ok. À l'époque, ça s'appelait My Major Book Company, tu vois, c'est même pas Ulule à l'époque. Ok. Euh, et en fait, c'est parce que j'ai une copine qui s'est lancée là-dedans et qui l'a super bien fait. Et ça m'a beaucoup inspirée. Je me Ok. suis dit, bah, le temps que je construise le projet, ça peut se faire. Alors effectivement, c'est pas un truc, tu te lances pas la première dedans en te disant c'est la meilleure idée du monde. Parce que tu as énormément de choses à anticiper. Il faut effectivement t'entourer d'une équipe. En fait, même si on parle d'auto-édition, moi, c'est vrai que je préfère dire que c'est de l'édition indépendante parce Mm. que tu le fais pas tout seul. Tu as besoin d'un administrateuriste, forcément, d'un ou même de plusieurs correcteuristes, forcément. Il y en a qui sont accompagnés par des éditeuristes aussi qui sont en freelance pour Mm. avoir justement tout le côté correction et édito. Certains demandent aussi l'aide d'un maquettiste. Alors moi, ça n'a pas été le cas, mais voilà, donc là, je me sentais de le faire toute seule, Ok. donc c'était possible. Et, euh, et voilà, après, ça dépend aussi quelle structure juridique tu choisis pour t'auto-éditer, mais tu le fais rarement toute seule. Oui, c'est énormément de taf. Enfin, rien que la correction, c'est quasiment impossible de le faire tout seul. Parce qu'à force de lire, relire, relire, repasser sur son texte, je pense que c'est hyper compliqué de repérer des petites coquilles ou des petites fautes qui auraient pu passer au travail. Et puis quand on est autoriste, en fait, on n'est pas forcément excellent 100% en français. Enfin, même moi qui lis beaucoup et qui travaille dans l'édition, je peux laisser passer des petits trucs, hein. Donc, Ah non, mais il y en a toujours, hein. Tu vois, même sur Personnage, je l'ai relu 6 fois. Il y a eu une préparatrice de copie qui l'a relu 2 fois. Mon éditrice principale l'a relu 3 fois. Il y a une autre éditrice qui a fait une dernière lecture. Et là, hier, j'ai reçu un MP. Il y a une faute en page 15. J'ai fait, oh ah, putain, c'est pas super. possible. Il a été lu plus de 10 fois, quand même. Ah ouais, non, mais c'est... Enfin, les fautes, moi, c'est ma hantise, c'est vraiment l'enfer. Mais le français, c'est tellement compliqué. Pourquoi on a fait si compliqué? Genre, voir toutes les Ouais, fautes, non, c'est trop dur. Mais déjà, sur les fleurs, enfin, je trouve que le travail, il est hyper pro. En auto-édition, c'est forcément, vu qu'on fait tous les métiers, c'est plus compliqué d'avoir un rendu exactement comme les maisons d'édition. Mais rien que la couverture, elle est incroyable. Enfin, elle est vraiment super jolie. Et même la maquette intérieure, enfin, tout est hyper travaillé. Et du coup, c'était hyper agréable à lire, pour le coup. Est-ce que t'as... Enfin, la différence entre l'auto-édition et l'édition, comment tu l'as vécu? Parce que du coup, t'as vu les deux côtés. Est-ce que t'as une petite préférence? Euh, non, j'ai pas de préférence. Après, là, c'est vrai que tu vois, dans la configuration actuelle, je me ressentirais pas de ressortir quelque chose en auto-édition parce que ça demande énormément de temps et de travail. Ouais. C'est un marathon parce que tu vois, les fleurs d'opale, elles sont sorties en 2016. Non, 2017. Ça va faire 6 ans. Et ça fait 6 ans que je travaille, Mm. tu vois, que je gère mes stocks, je fais des salons, que j'envoie des trucs. Et au final, ça s'arrête jamais. Ouais. C'est hyper fatigant. Et il y avait une époque, alors moins aujourd'hui, parce que même si ça marche toujours bien, j'ai moins ce besoin toi, de faire les maquettes, de préparer les visuels, etc. Ouais. Mais il y avait une époque où vraiment j'avais limite une deuxième journée qui commençait après la journée de boulot, parce qu'il fallait que hop, je refasse plein de trucs. Donc l'édition traditionnelle est carrément plus reposante, ça c'est sûr. Ouais. Le truc, par contre, c'est que tu as des deadlines. Alors qu'en auto-édition, tu peux te dire, oh, c'est bon, je suis ma propre responsable, je fais comme je veux. Mais voilà. Ouais. Et puis, tu as plus de contrôle aussi quand tu es en auto-édition. Là aussi, ça a été.
pas mal de choses à À apprendre, déléguer, à ouais. entériner. Voilà, de me dire, non, ça, je peux pas changer moi-même. J'aurais aimé Oui. faire comme ça, mais je peux pas. Alors Ouais, après, ça c'est accessoirement, difficile. ils sont super cool. Et Ouais. par exemple, toi, j'ai eu mon mot à dire sur la couverture. Rien que ça, je sais que c'est pas un luxe que certains autoristes peuvent avoir avec d'autres maisons d'édition. Oui, tout le monde ne l'a pas, donc ça c'est chouette de pouvoir aussi avoir un regard sur sa couverture, parce que j'imagine que d'autant plus quand avant on était en auto-édition, ça doit être difficile de lâcher et de se dire ok, ils savent aussi un peu ce qu'ils font, donc Mm. je peux je peux leur confier mon bébé, mais ça doit pas être le plus simple quand même, je pense. Voilà, c'est ça. Tu te dis, bon, là, voilà, je laisse, advienne que pourra. Et puis, voilà. Ça va bien se passer. Normalement, Voilà, ça Hachette, va. ils sont quand même forts, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Je leur fais confiance si j'ai pas de soucis. Et du coup, vu que tu écris depuis super longtemps, est-ce que tu étais aussi une lectrice et tu lisais beaucoup ou tu étais toujours plus du côté de l'écriture que de la lecture? Alors, quand j'étais ado, je lisais énormément. Hein. Bon, déjà, j'ai bouffé Harry Potter, évidemment. Les Orphelins de Baudelaire, Eragon, enfin, tu vois, toutes les sagas des années 2000. Hmm. Je les ai bouffées. Après, bon, j'ai fait un petit détour par l'historique aussi, qui Ok. m'a beaucoup inspiré pour les Fleurs d'Opale, justement, tout le côté plus historique. Et en fait, disons qu'à un moment donné, quand je suis entrée dans la vie active, il a fallu faire un choix, c'est-à-dire que tu as du temps, tu lis ou tu écris. C'est ça qui est difficile. C'est compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc, j'essaie de lire de temps en temps. C'est difficile de trouver le temps et de se Hmm. dire. Parce que tu as toujours la petite culpabilité de te dire derrière, mais c'est 3 heures de livre, là, je pourrais écrire. Alors, mais non, Ouais, il faut j'imagine. lire. J'ai beaucoup d'autoristes qui me disent ça, qu'en fait, au final, ils lisent moins parce qu'en fait, ils doivent écrire, donc tu peux pas tout caser en même temps. Et puis, la plupart des autoristes, il faut savoir qu'ils ont un métier à côté. Toi, tu as un métier à côté, j'imagine. Du Ouais. coup, il faut réussir à tout caser. Donc, ce serait trop chouette de ne pas avoir besoin de dormir, mais il y a un moment, on est obligé de tout caser dans nos journées et c'est compliqué. Et puis l'autre chose, c'est que quand tu es autoriste et que tu es la tête dans le guidon, dans tes textes toute la journée, il y a des fois, c'est hyper compliqué. Je commence à lire et j'ai mon regard d'analyste qui Ah sort. ouais, Et, et là, je me dis, non, ça va pas, parce que là, je prends aucun plaisir. En fait, je suis en mode, tu vois, un peu correction édito, mais sur un ouais. bouquin déjà édité. Et je me dis, c'est pas bien. C'est pas ça. Ouais, non, mais c'est hyper difficile de lâcher prise sur tout ça. D'arriver à trouver le temps de tout faire en fait. C'est vraiment Mm. trop complexe. Mais du coup, c'est rigolo que tu aies commencé par les fleurs d'opale parce que généralement, enfin, de ce que j'ai entendu chez les autoristes, souvent c'est j'ai lu un truc, j'ai eu envie d'écrire une fanfiction parce que j'avais envie de refaire à ma sauce et après ça m'a amené sur le terrain de l'écriture. Comment ça t'est venu l'envie d'écrire? Euh, alors, comme tout dans l'histoire de ma vie, c'est venu du fait que j'ai été vexée et du coup, j'ai fait l'inverse. Et donc, l'histoire, c'est que j'étais au collège, j'avais une bande de potes en troisième et je sais plus comment ils ont été venus à cette idée-là, bon, ça devait être à ça ou je sais pas, bref, ils avaient décidé d'écrire une histoire à 6 mains. Et donc, j'avais pas été conviée au projet pour X ou Y raison, je sais plus. Et donc, Ok. j'avais été vexée comme un pou et je me suis dit, bah, qu'est-ce que ça me moi, je vais écrire ma propre histoire dans mon coin et puis voilà, basta. Et bien, moi, j'ai continué et eux, ils ont arrêté. Donc, en fait, j'ai Donc, continué toute seule chez avec ma musique. Et voilà. Ah, j'adore les trucs de contradiction au max. Tu serais pas un Voilà. peu bélier par hasard? Je crois que c'est mon signe de soleil bélier. Non, c'est vierge ascendant vierge, tu vois, c'est plus dans le Ok. côté rigide et maniaque du contrôle. Mais je crois que je suis solaire en bélier, il me semble. Non, non, pas solaire, n'importe quoi, lunaire. Lunaire? Ouais. Mhm. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Étant moi-même bélier, je me reconnais vachement là-dedans. Ah bon, je suis pas invitée. Ok, très bien. Ok, watch me Ouais, maintenant. c'est ça. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé pour Hachette. C'est le premier projet. Non, mais on ne vous fera pas. Hein, bah, c'est oh. Non, mais tu vas pas me laisser comme ça, en fait. Moi, je vais t'écrire un projet, tu vas me le prendre, en fait, mon projet. Alors vous avez sonné à la mauvaise porte parce que maintenant que je suis là, je reste. Comment ça? J'adore.
Et oui, pour l'auto-édition qui est beaucoup plus complexe, est-ce qu'il y a des pièges que tu avais dû éviter à l'époque euh, pour des gens qui voudraient se lancer en auto-édition? Euh, alors, le seul piège que j'avais pas assez anticipé, c'était les coûts de frais postaux. Ah, mais ça. Parce que, en fait, mon livre fait plus de 3 centimètres, donc ça passe tout de suite en colissimo, et la poste, c'est des raqueurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'envoie un colis par la poste, tu vois, ça me coûte 9 balles d'envoyer un colis. Waouh. Ouais, C'est ça. démentiel. Et ça, je l'avais pas pris en compte, enfin, si, je l'avais pris en compte dans ma campagne nulle, mais je l'avais beaucoup sous-estimé. Donc, Ok, voilà. Là-dessus, faut être hyper carré sur son budget quand même. ok. Euh, et se préparer à toutes les éventualités qui arrivent parce qu'on se retrouve très très vite embourbé dans des trucs où on se dit ah ouais, j'avais l'idée de faire plein de goodies et puis en fait bah t'as pas les sous pour ça, ou tu prévoyais faire un super salon où tu te disais je vais rentabiliser et en fait non, tu rentabilises rien. En fait, faut vraiment se préparer à toutes les possibilités, quoi. Ouais, donc on est des littéraires, mais il faut quand même faire un petit peu de calcul de budget et un peu des Ouais, enveloppes parce que ça va être compliqué. Mais t'avais, c'est du ça. coup, Faut avoir t'as... une bonne méthodologie de projet en fait. Il faut Ok, que tu sois au clair sur tes rétro-planning, il faut que tu te dises c'est bon, j'ai commandé cette illustration, du coup je peux lancer en impression ce goodies. Il faut que je commande des cartons. Enfin voilà, ouais, vraiment faut faut que tu avoir sois bien en bien tête anticipé. tous les... Mais tu parlais de ton association tout à l'heure, du coup, tu l'as plus, cette association? Alors Génération Écriture, elle existe encore. C'est juste que bah, justement quand j'ai commencé à monter le projet de l'édition des Fleurs d'Opale en 2016, en fait il a fallu que je fasse un choix parce que là je pouvais plus gérer les deux. J'avais fait, bah, du coup j'avais géré l'association en tant que présidente pendant 6 ans. Ouais. Je m'étais dit, non, c'est plus possible, c'est plus gérable. Et puis, enfin, il était temps aussi de laisser le relais à la nouvelle génération, parce que bah, quand tu crées une association de jeunes autoristes, bah, vient un moment où tu plus forcément en phase parce que bah, tu évolues et justement, tu te dis, bon, bah, allez, c'est le moment, il faut que l'association soit reprise par des gens qui justement, arrivent sur le terrain et vont beaucoup mieux s'approprier les projets. Ok, donc t'as passé le flambeau finalement à d'autres personnes. C'est ça. Et l'association, elle continue d'exister. J'ai cru voir sur les réseaux sociaux qu'ils avaient relancé un truc. Donc, ouais, ouais. Ok, trop bien. Donc en fait, est-ce que pour des personnes qui voudraient se lancer en auto-édition, tu recommandes de justement se rapprocher de d'associations ou d'essayer de choper des infos comme ça pour avoir bien tout en tête parce que c'est compliqué? Mm, mm. Ouais, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. Alors déjà, faut aller voir des auteurs auto-édités parce que eux-mêmes sont un peu aiguillés. Mm. À l'époque, sur Génération Écriture, on avait publié tout un webzine aussi sur l'auto-édition, donc il y aura pas mal d'infos dessus. Attention quand même à tout ce qui est mise à jour, notamment juridique, parce que bah, à Mm. l'époque, on avait publié, c'était quand? Je crois que c'était 2016 justement. Donc, dès qu'il y a des choses à mettre à jour. Mais globalement, vous avez les grandes lignes justement de à quoi il faut penser et puis tout ce qui est démarche administrative. Euh, Et puis, Après, je sais qu'il y a des formations qui commencent petit à petit à ouvrir. mm. Il y avait Nathalie Pagadet qui avait ouvert une formation sur l'auto-édition. Il me semble que Lucille Chaponnet en a ouvert une aussi récemment. Donc voilà, ça vaut le coup aussi de se renseigner pour être bien accompagné si jamais on ne se sent pas de faire toutes les recherches soi-même et d'avoir peur de louper quelque chose. Ouais, parce que du coup, il y a tellement de métiers et de process à savoir, parce que au-delà du livre même, il y a, comme tu disais, tout l'aspect juridique, tout l'aspect administratif, parce qu'il faut déclarer ce qu'on fait, il faut avoir quand même en tête certaines législations, il y a un dépôt légal, par exemple, des livres. Il y a énormément de choses à savoir, et ça, c'est des trucs, quand on n'est pas dans le milieu du livre et qu'on s'y attend pas, on peut se faire vite avoir. Donc effectivement, c'est chouette d'avoir des ressources comme ça où on peut, vers qui on peut se tourner, parce que finalement, c'est toujours mieux d'être ensemble, de collecter nos idées. C'est bon. Euh, euh, et pour Persona, est-ce que t'as eu une méthode de travail différente ou au début c'était un peu pareil et puis après avec le retour éditrice, ça a évolué? Alors, ce qui a été le plus difficile pour Persona, ça a été vraiment d'écrire le livre dans mon coin parce que je suis vraiment pas habituée à ce genre de choses. Dans le sens où, bah, comme j'ai passé 15 ans à publier sur Internet chapitre après chapitre, Hmm. euh,
c'est vrai que tu acquiers des réflexes où, alors déjà, rien qu'en schéma narratif, hein, dans tes chapitres, et où, par exemple, tu vas te dire, il faut bien que je garde le lecteur présent, parce que tu vois, par exemple, la fanfiction, elle a duré pendant 8 ans. Donc pendant 8 ans, il a fallu qu'à chaque chapitre, je trouve un petit peu les petits cliffhangers qui font que les gens, ils ont envie de revenir. Quand tu écris dans un livre tout seul dans ton coin, c'est plus du tout la même chose. Alors, effectivement, tu gardes quand même ces petits aspects-là par endroit, mais tu finis un chapitre et puis tu te dis, mais du coup, j'ai pas de retour là. Comment je fais pour avancer? Ok, Parce ouais. que quand tu es sur Internet, tu as le côté retour, pas forcément immédiat, mais dans les jours qui suivent, tu vas avoir les gens qui vont réagir sur des scènes, ou qui vont me dire, ah, ce personnage, j'ai adoré comment il a fait, donc, comment il a fait ça, ah, lui, je le déteste, machin. Et du coup, ça te permet d'anticiper un petit peu les réactions des lecteuristes sur les chapitres suivants, Mm. et voire de déjouer aussi ce qu'ils vont penser. Parce que c'est-à-dire, quand tu publies sur Internet et que les gens ils vont se dire, ah, alors moi j'ai cette hypothèse, il va se passer ça, et tu Ouais, tu fais, peux. hey, je vais faire l'inverse du coup, parce que comme ça, je vais pas le faire. Voilà, et là sur Persona, bah, justement, c'était vraiment un peu le saut dans le vide, dans le sens où, bah, non, tu te démerdes toute seule, ma grande, voilà, tu écris ton bouquin et tu vois ce qu'il en sort. Et notamment, par exemple, donc j'avais envoyé la première moitié à Hachette en août. Il me demandait régulièrement des avancées et il surveillait un peu le projet. Ok. Et quand j'avais envoyé la première moitié, il m'avait fait un très long retour, très constructif. Ok. Et il y avait plein de choses sur lesquelles on n'était pas d'accord. Et je leur ai dit, je suis voilà, très têtue, le côté bélier. Je leur ai dit, j'en ai rien à foutre, je continue comme j'avais envie d'écrire. Donc, j'ai continué comme j'avais envie d'écrire la deuxième moitié. Et en fait, finalement, c'est passé crème. euh, mais voilà, en fait, j'avais pas ce côté plus du lectorat plus complet qui pouvait avoir plein d'avis très différents pour me faire réfléchir sur certains aspects de l'histoire. Alors, j'ai dû m'entourer quand même d'une équipe de bêta-lectoristes qui ont été super Ouais. présents, notamment plus pour le retour global du coup sur le livre, Ok. parce que est venu le moment où il a fallu envoyer le manuscrit en entier et je me suis dit quand même, si je vais devoir le retravailler par la suite, donc je vais quand même l'envoyer à un panel de lecteuristes pour avoir leurs avis. Mm. Et ça m'a quand même aussi bien aiguillé justement sur les aspects à reprendre ou à garder. Et Oui. là-dessus, ça a été top. Après, pour le tome 2, on a fait à peu près pareil parce que bah, l'équipe était un peu plus petite. Parce que c'est ça le problème, c'est que tu as des délais à tenir. Donc les lecteuristes, tu leur envoies un manuscrit, tu leur dis tu as 3 semaines pour lire ça, ils vont te faire non, ça va pas être Oui. possible. Ouais, Bah forcément, oui, je c'est. comprends tout à fait. Voilà. Donc, et là, par contre, pour le tome 3, une grosse partie tome 2 et pour le tome 3, j'ai une alpha lectrice qui vraiment m'aide. Je lui envoie chapitre après chapitre parce que j'ai vraiment besoin de ses retours au fur et Ok. à mesure. Ok. Bah, en fait, du coup, toi, le fait qu'il soit publié, c'était pas tellement un stress, t'avais plus hâte de savoir ce que les gens allaient en penser. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, bah, le contrat n'a pas été signé tout de suite, donc tu as toujours eu le petit stress de s'ils vont le garder au final ou pas. Surtout que Ah, bah, ok. vu qu'à la moitié, je leur ai dit que non, j'en ai rien à foutre de leur vie, je vais faire comme je veux. Donc, bon, bah, c'était un risque à prendre, mais bon, bah, finalement, je vais bien le prendre. Après, à partir du moment où ça a été signé, oui, c'était plus de côté. Bon, bah là, le livre il sort dans un an parce que t'as quand même beaucoup plus de choses à retravailler et puis Mm. t'as le calendrier des parutions. Et là, bah, tu te dis, bon, j'ai un an, je ne sais pas ce que les gens vont penser de mon livre, mais let's go! Ouais, mais du coup, alors le délai c'était un an à partir du moment où t'as commencé à écrire et qu'ils t'ont dit ok, fais-nous le roman où t'as pitché l'histoire, ou c'est un an à partir du moment où t'as signé le contrat. C'est un an à partir du moment où j'ai signé le contrat, parce que le livre, je l'ai écrit en 5 mois, c'était très rapide. Ok, Et donc après, j'ai envoyé le manuscrit, il a fallu quelques mois le temps qu'ils se concertent entre eux, et puis ouais, après, quand j'ai reçu le contrat, voilà, et puis là, un an plus tard, bah, on est là aujourd'hui, quoi. ok. Ouais, donc en fait un an ça va, c'est quand même assez rapide parce que parfois t'as des maisons d'édition où t'as des calendriers, ça t'amène 2 voire 3 ans plus tard. Ouais, Donc au ouais, final, ouais. ça va. Mais en plus, là, le rythme est hyper soutenu parce que si tu publies le tome 2 dans 6 mois, Mm. effectivement, t'auras même pas eu le temps de souffler de la promo que t'auras le tome 2 qui va arriver tout de suite après. Donc tu restes C'est ça. dans le jus. Et comment tu t'organises avec ton travail à côté? T'écris plutôt le soir, le matin?
quand tu peux. Entre... quand je peux. Après, c'est plus les soirs, quand j'ai fini de manger, tout ça, 22 heures, je me pose sur le canapé et j'écris. Et après, j'ai réussi à m'organiser dans mon planning patient. J'ai un créneau exprès où, entre deux rendez-vous domicile, je me casse dans un salon de thé Ok. et j'écris pendant 1 heure. Donc, les gérants, ils me connaissent, tu vois, j'arrive, il y a déjà mon thé sur la table parce que j'ai mes petites habitudes et je suis ultra rigide. C'est un peu la Donc, classe. quand même la glace. Donc j'arrive, mon thé il est là et puis j'écris pendant 1 heure et là j'avance aussi super vite. Donc parce que bah t'as pas internet, t'as pas de distraction, voilà, j'ai pas le chien qui fait le clown à côté. Donc là je me suis dit, bon allez, c'est bon. Parce qu'il faut savoir que Yelena a un petit chien extrêmement mignon, qui est un peu une peluche, que j'ai vu à un salon. Et moi, pendant 10 minutes sur le salon, oh le chien avant de comprendre qu'il y avait quand même une autrice à côté. Et C'était la instant. mascotte, il a tiré les gens. Et même pour la petite anecdote, les Imaginales l'année dernière où on s'est rencontrés, tu sais, en face, il y avait le stand de la garde de la nuit de Game of Thrones. Ouais. Et ils nous l'ont embarqué pendant, je sais plus, ils l'ont gardé pendant une bonne heure, je crois, parce qu'il faisait Ghost, du coup, le chien de Ah oui. Jon Snow. Donc, Ok. il l'avait pris avec eux pour attirer du monde sur leur stand. C'était fun. T'as de la chance parce que moi, si je prête Némésis, elle me recale des gens parce qu'elle fait peur à tout le monde. Moi, c'est pas une peluche, la mienne. Alors que toi, c'est bien, ça attire du monde, il est hyper gentil. Il se laisse faire des câlins et tout, alors que moi, c'est un monstre. Oh, Mon petit c'est monstre. sélectif. C'est pas la même chose. Elle est sélective. Ah oui, alors ça, pour être sélective. Mais effectivement, meilleur outil de vente, le chien mignon. Ouais. Ça marche bien. Le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser. En attendant que je pose les miennes, si on aborde des sujets que vous voulez, que vous voulez approfondir, n'hésitez pas. Et sinon, oui, je voulais te demander pour des personnes qui voudraient se lancer dans l'écriture, est-ce que... Ah bah tiens, on parle du monstre. Oui, madame. Si tu as des recommandations pour des jeunes autoristes qui voudraient se lancer soit dans l'édition, soit dans l'auto-édition. Déjà, en termes d'écriture, le principal, c'est de se faire plaisir et voilà, de ne pas chercher à forcément se calquer sur des modes ou quoi. Il faut se faire plaisir. Après, pour l'édition, c'est important ouais, si on envisage l'auto-édition comme une possibilité, faut vraiment prendre conscience de tout ce que ça implique parce que c'est quand même une super grosse machine. Et une fois que vous serez lancé, vous ne pourrez pas dire ah non, ça me plaît plus quoi. Ouais. Donc, il faut bien être conscient de la chose. Après, si dans votre tête, de toute façon, l'auto-édition, c'est hors de question et vous voulez passer par une maison d'édition traditionnelle, c'est quand même super intéressant de connaître leur ligne éditoriale. Donc, vraiment, de lire les romans qu'ils ont publiés dans leur collection où votre roman pourrait apparaître pour savoir si ça peut coller à la ligne éditoriale. Voilà, de s'intéresser un petit peu à ce qu'ils font aussi, parce que généralement, les éditeurs, ils n'aiment pas trop que ça soit juste publié, voilà, juste soi et c'est tout. Non, ça marche pas comme ça non plus. Hein, c'est une collaboration Ouais. avant tout. Et l'éditeur va miser sur votre projet aussi. Donc, voilà. Après, c'est voilà, si votre projet, vous y avez mis toute votre passion, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il faut juste bien préparer son dossier, bien lire les conditions, pas faire un truc copier-coller pour chaque éditeur parce que c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Et que généralement, ça se voit aussi. En plus. Donc, c'est plus apprécié. Mais voilà, d'aller à la rencontre des éditeurs sur les salons, de parler avec eux aussi. Alors là, je prêche pour ma paroisse, mais je sais par exemple à Montreuil, les éditrices d'Hachette Roman, elles sont super accessibles. Et si vous voulez aller leur parler pour leur pitcher un projet et pour savoir si ça pourrait coller à leur ligne éditoriale ou si vous voulez des conseils là-dessus, elles seront tout à fait disposées à vous écouter et à passer du temps pour vous répondre. Ça, c'est vrai que c'est un super conseil d'être dans le milieu littéraire et dans la bulle littéraire. Il faut aller à la rencontre des gens et c'est le Mm. meilleur moyen finalement pour mettre toutes les chances de son côté. Finalement, l'écriture, c'est pas si solitaire que ça.
Il faut Ah un non, peu non, non, comprendre. justement, c'est plus. Ouais, c'est vraiment avoir le bon réseau, avoir. De regarder un petit peu ce qu'il fait, les contacts. Non, c'est rarement resté toute seule. Oui, au final. J'ai Faline qui nous demande la différence au niveau de la bêta-correction entre l'auto-édition et l'édition traditionnelle. Est-ce que c'est vraiment différent et qu'est-ce qui est le plus long? Ça dépend des personnes que vous embauchez, parce que, alors je parle vraiment embaucher, parce que dans le cadre de l'auto-édition, hein, je pourrais énumérer hein, les correcteuristes, Ouais. etc. Après, j'ai eu des bêta-lecteuristes, cœur qui m'ont fait ça bénévolement, ça m'a un peu gêné, mais voilà. Mais les correcteuristes, par contre, il faut les payer. Donc, généralement, ils font ça très professionnellement, il n'y a pas de souci. Et même pour Persona, où il y a eu des bêta-lecteuristes qui, eux aussi, étaient bénévoles, ils ont fait à peu près le même travail que le projet en auto-édition. Là où ça va changer, c'est vraiment pour un projet en maison d'édition. Là, on va avoir des délais parfois extrêmement courts. Alors, et puis du travail parfois beaucoup plus poussé, c'est-à-dire que moi, pour Persona, comme c'était de la fantasy avec un world building assez travaillé, j'ai eu une préparatrice de copie dédiée, donc c'est-à-dire vraiment une personne qui m'a aidé à décortiquer tout le manuscrit et qui, limite, à chaque paragraphe, m'a dit t'as fait ça, mais pourquoi t'as fait ça, pourquoi tu ferais pas plutôt ça. Pas forcément pour que je parte dans l'autre direction, mais pour affirmer mes choix et pour vraiment explorer tout le world building. Ok. Donc ça a vraiment été un gros travail de fond. Mm. Donc déjà, ça fait très bizarre de savoir qu'il y a une personne que la maison d'édition a payé vraiment pour t'accompagner limite H24. C'est-à-dire que je pouvais lui envoyer un mail quand je voulais. Elle répondait tout de suite, j'étais là, non mais tu peux dormir, hein, tu vas attendre demain. Et puis après, d'avoir ouais, plusieurs éditrices et des correctrices. Alors, c'est une correctrice que j'ai eue sur Persona et qui, pareil, a fait ça hyper efficacement et très professionnellement. Et là, pour le coup, en fait, c'est eux qui géraient tout ce qui était correction sur le manuscrit même. Alors que tu vois, par exemple, sur les fleurs d'opale, les correctrices, parce que du coup, j'ai un correcteur et une correctrice, qui m'ont envoyé les fichiers Word avec tous les commentaires à côté. Et c'est moi qui ai dû manuellement, après, corriger une à une toutes les fautes sur le manuscrit. Ça demandait quand même Oui. beaucoup plus de temps. Ouais, donc en fait, c'est juste que c'est les méthodes qui diffèrent. Mm. Parce que forcément, l'édition, c'est une machine un peu rodée. Et l'auto-édition, c'est un peu nous qui embauchons des gens. Donc, bah, ça fonctionne pas exactement de la même manière. Mm. Et est-ce que tu as déjà fait des speed dating dans les salons? Ou du coup, bah, non, parce que toi, on t'a repéré, donc ils sont venus directement vers toi? Ouais, non, non. Alors, j'ai dû pitcher les fleurs d'opale à des amis éditeuristes bah, quand j'étais en salon, voilà, à droite ou à gauche, parce que quand justement, j'étais avec Génération Écriture, donc tu avais les stands à côté, et puis bah, forcément, les éditeurs, ils te demandent bon, et du coup, t'écris quoi? Ah, merde. Oui. Bon. C'est pas prête, là, tu m'as pris le dépourvu. Reviens plus tard. Voilà. Donc, du pitcher, mais pas de là à me dire il y a des éditions en jeu. Après, je sais que c'est des choses qui se font notamment bah, aux Imaginales, par exemple, il y a un style editing, il me semble. Oui. Ouais. Je sais qu'il y en a Mm. aussi. On m'a appris récemment qu'il y en avait un à Montreuil. Qu'il y avait des speed dating à Montreuil, mais c'était D'accord. sur sélection, il me semble. De ce qu'on m'avait dit, si je me Mm. souviens bien. D'accord. Donc, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a des salons que tu recommanderais plus que d'autres? Bah du coup, les Imaginales, il est vraiment chouette. Ouais. Après, c'est vrai que je fais beaucoup plus de salons de l'imaginaire qu'autre chose, parce que bah, c'est là-dessus où je fais le plus de ventes, donc il a fallu que je fasse des éditions de salon. Oui. Oui, parce que toi, D'Imaginal, tes livres sont de l'imaginaire, donc forcément, il fallait que tu choisisses des choses qui voilà, étaient alors adaptées. j'ai testé quand même quelques généralistes parce que j'ai été invitée sur des salons généralistes où il y avait Ok. de tout, hein. Il y avait du policier, il y avait la fantasy, il y avait la littérature blanche, mais disons que l'ambiance n'est pas tout à fait la même. Donc je suis plus à ma place dans les salons de l'imaginaire. Ok. Alors le plus gros, effectivement, ça va être les imaginales, si vous cherchez de la littérature, que ce soit adulte ou young adulte, hein, en SF, en horrifique, en fantastique, en fantasy, vous allez trouver votre bonheur. Là, la prochaine édition donc, a lieu fin mai. On va voir ce que ça donne parce que c'est une nouvelle mouture. Mm. Voilà, il y a eu un changement au niveau de la direction artistique, donc on va voir ce que ça va donner aussi. Hein. Après, on a eu aussi l'édition extérieure en 2021, ça a été aussi toute une histoire. Hein.
Ça, c'est Après, compliqué. Covid, oh, c'était compliqué. C'était compliqué. Ouais, c'est sûr. En octobre 2021, c'est dur. Euh, En imaginaire, donc il y a Westurland aussi qui fait sa deuxième édition, là, fin avril, du côté de Rennes, qui a fait une très bonne première édition. Donc là, la deuxième édition, il y a pas mal d'autoristes, c'est très très intéressant, donc j'ai hâte d'y être. En salon d'imaginaire, ensuite, après, il y a plein plus régionaux, mais qui sont toujours très bien, hein. Je pense notamment, par exemple, à Trébasia, à Arras, qui a un cadre formidable, vraiment incroyable dans le beffroi d'Arras. On peut avoir qui va être festival un peu plus pop culture aussi, donc par exemple Yggdrasil sur Lyon, Salon Mm. Fantastique sur Paris, Troll et légendes à Mons en Belgique. Euh, voilà. Bah après, tu as Salon de Montreuil, là ça va plus être jeunesse Mm. début décembre. Euh, à quoi je pense d'autres, mais voilà, les salons, Après, il y en a. tous les salons n'acceptent pas l'auto-édition, si jamais c'est des autoristes en auto-édition. Ouais, voilà. Là, il faut réussir à y aller parce que, par exemple, je sais que Montreuil, ils sont hyper sélectifs. Du coup, Mais à c'est plus Montreuil, compliqué. j'ai même pas essayé d'y aller parce que, bon, déjà, les fleurs d'opale, il me semble que c'est plus adulte que young adulte, donc voilà, j'ai pas forcément en place à Montreuil. Mm. Et ça a l'air complètement inaccessible. Et après, je sais qu'il y a des salons comme les Aventuriales, les Aliénales ou même Grès Imaginaires. C'est vrai que ils acceptent les auto-édités et ça, c'est vraiment génial. Par contre, c'est des places hyper limitées. Il me semble que les Aventuriales, par exemple, c'est 5 auteurs auto-édités par an et il y a un roulement, c'est-à-dire que tu peux pas venir 2 ans de suite avec une sélection. Donc, Grès Mm. Imaginaire, je sais par exemple, les autoristes auto-édités, ils doivent envoyer leur bouquin qui est lu par un comité de lecture avant que puisse être accepté en tant qu'exposant. Ouais, donc parfois c'est un peu plus ou moins compliqué selon les salons, effectivement. Mais après, voilà, si votre livre est bon et que vous mettez tout votre cœur dans votre formulaire de participation, il n'y a pas de raison que vous soyez refusé. Hein. Là, globalement, sur les salons que j'ai cités, j'ai rarement reçu un refus. Alors, si le seul refus que j'ai reçu, c'était pour les Aliénales, mais parce qu'ils privilégiaient les auteurs locaux. Oui. Et c'est vrai que bah, entre Lille et Genève, la porte n'est pas à côté. Donc, j'étais un peu triste, mais je comprends tout à fait. Voilà. Et en salon du livre aussi, qui est très très bien, qui n'est pas forcément spécialisé dans l'imaginaire, mais qui est top de chez top, bah, c'est Mons Livre, enfin, anciennement Mons Livre. Mm. Maintenant, ça s'appelle le Salon du livre de la Wallonie, donc, qui est Ok. le plus. Alors, j'allais dire le plus gros de Belgique, c'est faux, je crois que c'est la foire du livre de Bruxelles qui est le plus gros. Mais il y a un monde de dingue à Monstre et c'est vraiment un moment que je manque pour rien au monde. Et ils acceptent les autorités sans problème. Euh, il y a même, alors maintenant, aujourd'hui, tu vois, je suis partenaire avec une librairie qui s'appelle la librairie Jeune Pousse, Ah qui oui. est une librairie spécialisée dans l'auto-édition. Ouais. Et donc, la librairie Jeune Pousse, elle a beaucoup plus une place dans le milieu et elle va démarcher des salons. Donc, elle va, C'est par vrai. exemple, réserver une, une place avec, enfin, 10 places, pardon, c'est avec 10 places. Et donc, après, les auteurs et autrices qui veulent viennent au salon. Donc, par exemple, là, pour mon livre, bah, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est la librairie Jeune Pousse qui a pris une super grande tablée. Et puis, on était 12 auto-édités à la table et c'était top. Ouais, ça en plus c'est hyper chouette parce que vous vous rencontrez aussi en auto-édité et franchement cette librairie elle est trop chouette donc n'hésitez pas à faire un tour si l'auto-édition vous intéresse et si vous voulez lire des autoristes auto-édités. Ils sont vraiment chouettes pour le coup. C'est vrai que moi je les avais vus aux Imaginales de l'année dernière euh, Idée. et ils sont trop chouettes donc effectivement. Est-ce que tu as des actualités du coup avec la sortie des dédicaces, des salons à venir? Si j'ai bien compris, tu seras à l'Ouest Hurlant. Ouais, alors bah, effectivement, là, je commence à peine parce que j'ai fait le lancement sur Paris ce week-end. J'en reviens tout juste. C'était génial, mais je suis un peu crevée. Ouais. C'est le côté, voilà, le Ah oui, celle-là, déclenchement t'as pas des fini de découvrir. c'est ça. Le problème, c'est que les autoristes, nous, on est des gros introvertis, et puis tu sais, après, tu nous balances en public avec, dans un hall où ça Ouais, résonne, on et genre, prend il y a toute des gens votre énergie. on vous aime d'amour, hein, mais c'est vrai que, waouh, C'est dur. tu fais le contre-coup, en fait, quand tu finis l'événement. Euh, donc là, j'ai une petite dédicace dans le sud, à Istres,
le week-end prochain. Après, là, je dédicace en bas de chez moi le 1er avril. Après, en festival, effectivement, je fais West-Hurlan fin Enfin, ouais. avril. Après, je suis à une librairie de l'imaginaire à Aix-en-Provence début mai. Et les Imaginales, effectivement, j'y serai les 4 jours fin mai dans la bulle du livre. Alors, ça va me changer. Hein. Ça va faire. Ouais, tu vas aller dans la bulle maintenant. Ouais, maintenant que je suis officiellement invitée, ça y Tu est. vas mourir de chaud avec les autres. Ouais, je n'apprendrai pas le chien cette année. Hein. Il va rester à la Ah pension oui, tranquille. Bibou. Ah non, Bébou, je le fais pas rentrer dans la bulle du livre toute Ah la journée. ouais. Oh là là. Tu vas plus pouvoir amadouer le passant avec la petite peluche. Non, ouais. De toute façon, la bulle du livre, il y a tellement de monde que Oui, c'est c'est sûr que ce ouais, sera une autre façon de voir le salon. c'est ça. Après, juin, enfin, l'été est généralement calme en termes de salon. Et puis Mm. après, on verra à partir de septembre, au moment de l'application du tome 2, les événements. Mais bon, Montreuil est quasiment acté. Hein, achète Romain à son fief là-bas. Donc, Ouais. Ça, c'est c'est sûr que c'est quasiment fini. difficilement ratable. Voilà. Bah, trop bien. Bah, t'as beaucoup, beaucoup de choses à venir. Du coup, je te croiserai sûrement à l'Ouest Hurlan parce que j'y serai cette année. Tu te fais aussi? Oh, trop Ouais. bien. Ouais, ouais, ouais. Avec la même bande que d'habitude, mais deux gardes du corps de 2 mètres. Donc, Les acolytes et les valises, la totale. voilà, voilà. J'aurais à tout moment. Par contre, j'aurais pas le chien. Je laisse le chien à la maison, mais voilà. Du coup, ça sera trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était vraiment Merci à toi de trop m'avoir invité. chouette. Une très belle vie à Persona que je vais pouvoir aller chercher Mhm. en librairie. Du coup, moi, j'attendais la sortie sagement. Je l'ai même pas encore entre les mains, mais je l'ai vu chez les copains copines et il est très très beau. T'as des dorures et Il tout. est, oh là là, il est chatoyant. Mais enfin, après, moi j'adore les dorures, donc c'est vrai que quand j'avais dit à Hachette, je veux un truc avec des dorures, parce que j'avais pas beaucoup d'exigences en termes de couverture, mais je leur avais dit, je veux un truc qui pète. Et ils m'ont envoyé le truc qui fait. Alors, j'en étais pas à ce niveau d'indécence dorée, tu vois, parce que là, waouh! Mais bon, je garde parce que ça me plaît. Ah ouais, ouais, non, il est vraiment chouette. Enfin, la couve donne trop envie. Et même le pitch, je trouve que c'est un mélange de plein de petits éléments que j'aime trop. Du coup, trop hâte de le découvrir. Je vais le découvrir en même temps que tout le monde, que les virgules et tout ça. Ça va être trop bien. On va pouvoir se faire la petite lecture. Donc trop chouette et trop hâte de te voir du coup à l'Ouest-Hurlan finalement. Bah, ce sera un plaisir de te revoir, écoute. Bah oui, trop bien. Et bah merci infiniment en tant qu'introvertie d'avoir donné ton énergie chez nous. Ça nous fait trop plaisir. Ça va, quand c'est par l'écran, ça va. Généralement, Tu vois pas ça les passe. virgules, du coup c'est bon. C'était que moi. C'est ça. Et bah très douce soirée à toi. Merci infiniment et à très vite. Merci à toi et puis à bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt.